et les Rolling Stones ont fait leur anniversaire là-bas, parce qu'ils se sentaient bien, c'était comme ça, ils s'étaient déglingués. T'avais Edouard Baird qui sautait sur les canapés. Nico, je suis très content de te recevoir. Tu fais énormément de choses. Artiste, comédien, organisateur de soirées, musicien, chanteur, mélomane, maître de cérémonie, DJ, roi de la nuit. Qui est Nicolas Ullmann? Je me le demande moi-même. Écoute, c'est un peu tout ça. J'ai écouté un jour Welcome to the Jungle. J'ai compris qu'on était dans une jungle et que pour survivre, il fallait rebondir de trucs. Comme j'étais pas le genre très concentré à l'école, plutôt que de me concentrer sur un truc. Quand les parents ou les profs te disent concentre-toi sur une chose à la fois au lieu de passer à autre chose. Et moi, je passais toujours à autre chose et je continue, mais on s'amuse bien en passant à autre chose. C'est un côté hyperactif. Je suis complètement hyperactif. Et ça te permet de faire beaucoup de choses différentes, des choses variées. Exactement. Que du kiff. Par exemple, pendant le confinement, quand tout s'est arrêté, Ouais. j'ai continué et ça m'a pris autant d'énergie que dans mon quotidien. C'est-à-dire que je me suis infligé des rendez-vous quotidiens, le petit Ouais. montage qui va avec, le Ouais. partager, même si c'était fait sans énormément de préparation et beaucoup de spontanéité. Je montais sur mon balcon tous les jours à 20h, mais le temps de choisir le costume, le temps de choisir la musique, le temps de sortir les grosses baffles dehors, parce que j'étais équipé avec du vintage, donc il fallait sortir des gros cubes de bois, les fils qui s'enlevaient, les remettre, et ensuite faire coucou Paris, et parler avec les voisins pour donner un peu de vie pendant cette période où tout s'arrêtait. Et symboliquement pour moi c'était fort, comme je suis dans le spectacle, Bien j'ai sûr. l'habitude de donner aux gens, faire de l'entertainment, comme Ouais. c'était interdit, symboliquement j'en donnais à mes voisins. Et pour que ça soit un peu moins confidentiel que juste l'immeuble d'en face, je le mettais aussi sur mes réseaux sociaux. T'as fait beaucoup de choses dans la nuit parisienne. On va essayer de reprendre la base. Vous le savez, ici, on dresse le portrait de nos invités. On part du début, de la base, et puis ensuite, on essaye d'avancer ensemble. La base de Nicolas Ullmann, c'est l'enfance. J'aimerais apprendre 2-3 clés sur ton enfance. Parce que si je me trompe pas, t'es fils d'avocat, ton frère est militaire. Objection, votre honneur. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il y en a Alors, un militaire, qui est mais devenu... je le défends, c'est un militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui qu'on appelle pour être le directeur artistique comment on appelle ça, du bureau des légendes, par exemple. D'accord. C'est-à-dire il travaille pour le gouvernement. Il supervise. tout ça, il est, voilà. C'est un militaire au gradé. Voilà, exactement. Il a même arrêté d'être militaire. Maintenant, il fait des trucs intéressants pour. Pourquoi un peu avant, dur c'était d'en pas parler. intéressant? C'est pas ça. C'est-à-dire que je parle un peu comme l'enfant à qui on demande qu'est-ce qu'il fait ton papa, et tu fais il va au bureau, il met une cravate. Et bah, ça fait à peu près ça avec mon frère. C'est-à-dire que c'est un peu confidentiel, mais maintenant j'ai le droit d'en parler. Maintenant qu'il a été médiatisé par la série, parce qu'il a mis un peu de côté certaines choses. On va dire que voilà, déjà je parle trop. En tout cas, je suis fier de mon frère. Vous avez grandi dans le même cadre avec les mêmes parents. Il y en a un qui est devenu trublion de la nuit et l'autre qui est devenu militaire, qui a un cadre quand même Là, complètement c'était une autre opposé. histoire. Quand on était jeunes, on n'était pas les meilleurs copains du monde, c'est sûr. Ah, c'est vrai? Ah oui, non. Vous avez combien d'écart? C'était militaire à la maison, quoi. C'était la guerre. Ah, c'est vrai? Ah ouais, vraiment. Et c'est pour ça que t'as voulu casser tout ça? T'as voulu casser ce cadre et que t'es parti te réfugier dans la nuit? Moi, c'était un peu compliqué avec mes parents. Moi, je suis l'aîné. Et mon frère, il était tout le contraire. Il a fait le contre-exemple. Lui, il était sage, il voulait se coucher tôt. Et moi, je voulais veiller tard, je voulais voir des films, je voulais allumer la lumière. Et lui, non. Et comme on a partagé très souvent, très longtemps, trop longtemps, une même chambre, et qu'on avait deux personnalités complètement différentes, bah, c'était l'explosion et c'était la guerre, quoi. Voilà. Mais maintenant, on s'entend très très bien. On a vu chacun des psys. Et un jour, il m'a dit, Nico, je t'accuse, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Puis c'est son psy qui avait dû lui dire, si vous voulez parler à votre frère, faites-le, ça vous fera du bien. Alors il a lâché son sac, il m'a insulté. Tu fais très bien le petit. Voilà. Et puis maintenant, on se prend dans les bras, puis on se dit ce que des hommes parfois ont du mal à faire quand ils ont du mal à exprimer leurs sentiments. Il me dit, mon frère adoré, je t'aime. Et puis je lui dis aussi facilement. Donc je pense qu'on a tourné beaucoup de pages depuis. On vide le sac. Tout le monde ne dit pas je t'aime comme ça facilement. Non, c'est vrai. Il y a Donc, des familles dans lesquelles on les a jamais dit d'ailleurs. Exactement. Donc vraiment, on a compris qu'on s'aimait et qu'on sait pourquoi on s'était comporté comme ça. Putain, c'est génial, on fait une psychanalyse. Est-ce que dans ton parcours, dans ta construction artistique, ton oncle qui est ingé son, ça a été une porte d'entrée pour justement tout un domaine qui était pas forcément celui de la famille Ullmann? Oui, moi j'adore mon oncle, je me suis senti très proche de lui, je me sentais très proche de lui, je le vois encore. Parce que comme il travaille dans le cinéma, il est ingénieur du son, il a fait plein de films populaires, il a travaillé avec Jean-Pierre Mocky, avec Thomas Gilou, il a fait La Vérité si je mens. Moi je rêvais de faire du cinéma. C'est arrivé qu'il me branche pour faire de la figure, j'ai dû faire 2-3 trucs avec lui quand j'étais jeune. Et donc j'étais assez admiratif de lui, quoi. C'était plus cool que mon père avocat, quoi.
En plus, il fait de la musique tzigane aussi. Et son fils est devenu un virtuose du violon. Donc, j'ai beaucoup d'affinité avec lui. La musique, il fait de l'accordéon, lui. Il est fan de cinéma. C'est lui qui m'a inculqué une partie de ma cinéphilie. Parce qu'il est très fan des vieux westerns, des films de la Hammer. Ouais. Et il y avait des VHS chez lui. Et quand les dîners étaient un peu longs, je me levais de table et puis il me laissait mettre des films. Et donc, je me suis fait une éducation de films géniaux, quoi, que je regarde encore aujourd'hui. Et de la musique Donc, qui va j'adore avec, Frédéric puisque un bon film va toujours avec une bande son. Bien sûr, Donc il y a toujours les morceaux qui accompagnent aussi. exactement. J'ai trouvé un homonyme. Il y a un Nicolas Hillman qui existe sur Google, la même orthographe, 2L, 2N, etc., qui est expert comptable. Est-ce que tu aurais pu devenir expert comptable, banquier, avocat Mais absolument pas. Mais Et comment absolument t'aurais pas. fait, En du tout cas, coup non, mais sauf si on m'a. La personne que je suis là, elle aurait vraiment pas pu. J'étais le dernier en maths, j'étais un. Mais comment t'aurais fait? Comment t'as fait pour que ça marche? Bah, chaque personnalité fait. Mais non, mais selon c'est le une vraie chemin qu'il a question. pris. C'est une vraie question parce que Ah, mais tout le monde s'inquiétait pour moi. À l'école, on m'a dit on vous apportera des oranges en prison. J'étais toujours convoqué dans le bureau du directeur. Je me suis fait virer de au moins 5 écoles. C'est vrai que j'étais vraiment un garnement. Hein. On s'inquiétait pour moi. Mes parents pensaient que j'allais mal finir. Mais je leur disais laissez-moi faire des choses dans le cinéma. Je voulais travailler de mon oui, mais les art. parents s'inquiètent. Ils se disent Les mais si parents ça marche s'inquiètent, ils pas. font, exactement. Passe ton bac d'abord. Voilà. Je l'ai pas passé mon bac. J'ai fait semblant d'y aller. J'ai été à 2 épreuves. Pour au moins voir l'ambiance. Je voulais voir quand même. Ça me faisait tellement peur cette ambiance bac. On m'a tellement en fait fait avec le bac. Passe ton bac que finalement ça m'a mis une telle pression. Est-ce que Je vous me suis connaissez fait- des gens qui vont au bac juste pour voir l'ambiance? C'est incroyable Parole quand même, d'honneur, non? J'ai fait comme ça. Je me suis fait virer au mois de mars. Je l'ai pas dit à mes parents. Je me levais le matin pour aller au cinéma pour faire genre je vais quand même à l'école. Et le jour du bac, j'ai quand même été à l'épreuve de français et à l'épreuve d'anglais pour voir un peu. Et puis je fais ah ouais d'accord, ça me plaît pas trop. Et voilà. À 20 ans, t'es fauché, tu traînes un peu dans la nuit parisienne, etc. Et il y a un mot que j'ai lu, c'est le mot révolutionner. À 20 ans, tu dis que tu es fauché, que tu es frustré et que tu veux révolutionner les nuits parisiennes. Le mot, il est fort quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qui te choquait dans les nuits à ce moment-là que tu voulais changer, que tu voulais révolutionner? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marrant que tu reviennes à ça parce que maintenant que tu es installé, tu repenses plus. Mais le déclic, parce que c'était pas un choix de carrière. En fait, moi, je voulais être comédien, mais c'est des métiers un peu compliqués où tu travailles pas tous les jours. Bien sûr. Et j'aimais bien la vie, la fête. Mais quand j'étais jeune, je m'emmerdais dans les soirées. Parce que déjà, j'étais fan de rock. Et dans les années 90, quand tu es jeune, en rock, tu avais le droit à peut-être un AC/DC avec Highway to Hell, Ouais. peut-être un Rolling Stone avec Sympathy for the Devil, Ouais, mais pas grand-chose. Lenny Kravitz avec And You're Gonna Go My Way. Et après, je mettais un téléphone et voilà, paf, plus de rock, fini. Et après, c'était Mr. Loverman, Shabba, Mr. Et puis, je sais pas quoi, et puis la musique des années 90. Ça, c'était le côté frustration, Gala du et coup. compagnie, et puis tous les jeunes qui écoutaient Street la from dance, Desire. exactement. L'Eurodance, tout ça. Ouais. Des chansons qui vieillissent bien aujourd'hui, parce qu'avec la nostalgie, Bah, on elles les sont joue encore. marrantes. Et d'ailleurs, Mais elles sont reprises par les groupes Onopi. c'est ça qui est bien. C'est quand tu Mais- changes les arrangements, tu la... Mais ce qui est marrant, c'est que cette musique que t'as pas reniée, mais en tout cas qui t'attirait pas à l'époque, Oui. tu l'as fait rentrer dans tes clubs aujourd'hui sous un autre moyen. Mais sous un autre... en live. Ouais. Avec des groupes qui la chantent, qui la font. Tu peux la faire en samba, tu peux la faire en rock. Hein. Mais en tout cas, oui, voilà. J'étais un peu triste, je m'emmerdais. Et finalement, j'ai commencé en étant physio du Baron. Et aussi... Mais comment on devient physio du baron? Parce que comment est-ce qu'on passe de on a 20 ans, on est frustré, à organisateur de l'anniversaire de Guillaume Canet? Je veux dire, c'est quand même deux salles, deux ambiances. Ces gens-là, on peut les croiser en soirée, mais de là à ce qu'ils nous fassent organiser un événement, à ce qu'ils nous fassent J'ai même confiance. organisé un concert de Mathieu Chédid privé au Paris à l'époque. Non, je crois que c'est parce que je suis un mec nature que je parle aux gens, quel que soit comme je suis là. C'est beaucoup de rencontres, quoi. En fait, si je reviens en arrière, tiens, en me replongeant, c'est aussi les gens que tu rencontres. Un jour, je faisais un petit boulot. Quand tu es comédien, c'est comme quand tu es aux États-Unis, on te dit. Tu dis, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis comédien. Bien Tu sûr. travailles dans quel restaurant? Exactement. À l'époque, en France aussi, c'est pareil avec les comédiens. C'est souvent un petit boulot facile à faire à côté en attendant de décrocher ses castings. Bien sûr. Et donc, j'avais rencontré en vacances Gilbert Coste, le fils Coste. Comme petit boulot, je leur ai demandé, vous n'avez pas un poste pour moi, mais pas trop chiant, serveur, genre hôte, je me verrais bien hôte. Et il me dit, au Georges, on fait que des hôtesses.
Et je fais, ben voilà, des hôtesses. Et pourquoi des hôtesses pour les messieurs et pourquoi il n'y aurait pas pour les dames quelqu'un aussi qui peut les charmer un peu, qui peut... Et ils m'ont dit, ah, pas con. Donc j'ai été son premier hôte parce que je lui ai soufflé qu'il fallait aussi peut-être quelqu'un. Et de fil en aiguille, tu t'es retrouvé au Baron. Ah, donc j'étais complètement moi-même. C'est-à-dire que si on me disait que j'étais habillé avec trop de couleurs, autant de machin, je disais, écoutez, on m'a dit d'être moi-même, alors vous verrez ça avec Monsieur Cos, parce que moi, vraiment, je suis moi-même. Voilà. C'est-à-dire, je me laissais pas faire. J'avais pas peur de me faire virer parce que je le faisais vraiment pour gagner un peu d'argent, mais je voulais surtout pas qu'on me change. Je voyais comment ils étaient flippés, les barman, avec les espèces de chefs de rang insupportables. Par exemple, s'il y avait un client qui avait pas fini son macaron à la framboise, moi, je le ramenais dans la cuisine, je le prenais, on fait, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, ah, je déteste le gâchis. Non, mais je fais, mais je le mangeais quand même. Voilà, j'en avais rien à faire. Et j'étais moi-même, mais sympa. J'étais pas insolent gratuitement. C'est-à-dire que je déteste l'injustice et j'aime pas la connerie. Et les gens qui veulent faire les petits chefs, qu'ils aillent se faire foutre. Donc, je crois que ça devait plaire aux gens. Donc, j'étais moi-même, j'allais parler aux gens. J'ai commencé à me prendre pour Al Pacino dans Carlitos Way, à m'occuper des tables, des gens. Et les gens qui allaient ouvrir le Baron m'ont dit, hey, mais on cherche quelqu'un d'un peu cool pour faire l'entrée du Baron. Ça te dirait pas? J'ai fait, ok. Là, je me suis retrouvé physio du Baron, complètement improvisé. Et quand on passe ses nuits à vivre à l'envers, enfin sa vie plutôt à vivre à l'envers, oui, la nuit, et du coup on vit la nuit. Complètement. Alors ça c'est incroyable, les gens qu'on rencontre, ils sont tous alcoolisés, ils sont tous dans une autre... Drogués, alcoolisés, t'as l'impression d'être le concierge de Paris, tu vois. Quelqu'un rentre avec quelqu'un, sortir avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu connais de marié qui sort avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que tu sais tout sur... Et évidemment, faut rien dire. Bah non, si tu veux rester, faut rester discret puis sympathique, le but c'est pas de... Dévoiler tout ce qui se passe. Non. Si un jour je veux écrire un livre comme certains le font, enfoirés qui ont écrit des livres en balançant tous leurs dossiers pour se faire un petit billet facile, je pourrais le faire, mais c'est pas ma nature. Mais tu pourrais, t'as suffisamment d'anecdotes pour raconter plein de choses. Un jour je peux plus payer mon loyer, si vous voulez, je raconterai. Mais est-ce que ça intéressera quelqu'un dans 20 ans? Comment on tient 30 ans dans le monde de la nuit? Je me suis demandé, j'ai vu, ta formule magique, c'est de se lever avant midi. Tu supportes pas te lever à l'après-midi parce que tu as l'impression d'avoir perdu ta journée. Exactement. Non, je vois des collègues... Quelle que soit l'heure à laquelle tu te couches, tu te lèves avant midi. Avant midi. Après-midi, j'ai l'impression de dépasser... on rentre dans l'après-midi. Et donc, voilà, sauf si vraiment je me suis mis la tête à l'envers et tout ça, mais je suis assez équilibré, je fais assez attention, c'est pour ça. Parce que quand... le champagne coule à flot aussi facilement qu'une carafe d'eau. Si tu tombes là-dedans, tu dures pas. Et il y a les excès qui vont avec, la drogue. Donc je fais attention, c'est ça aussi. C'est pour ça que je peux me lever le matin. Je peux être papa, je peux continuer à faire la nuit, je peux continuer à faire de la comédie. Oui, parce qu'il y a la petite. Il faut s'occuper maintenant d'un enfant en plus. Et il faut s'occuper d'un enfant. Mais bon, c'est un travail d'équipe, c'est Starsky Hutch. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, et on fait pas les 3-8, mais les 2-12. Qu'est-ce que tu trouves dans cette nuit que tu trouves pas le jour? Quelle est cette énergie que tu puises la nuit que tu trouves pas la journée? Bah, c'est un peu comme comment est né le film La fièvre du samedi soir. C'était tiré d'un article de Nick Kent où il racontait ces jeunes qui, le samedi soir, s'inventaient une autre vie, se déguisaient, se mettaient des talons, se coiffaient, se parfumaient pour aller dans le monde de la nuit. Et là, ils s'inventaient une nuit, et là, ils étaient les héros du samedi soir, alors qu'en fait, ils pouvaient travailler dans une pizzeria, faire des burgers. Et donc, ce truc-là existe encore, c'est pas que dans la fête du samedi soir. C'est-à-dire que les gens, ils jouent un rôle, ils vont se détendre, et c'est ça qui est génial, du coup. Donc, il faut tu fais des belles rencontres avec des gens qui sont assez décontractés, qui ont envie de faire la fête, et qui s'ouvrent d'une manière un peu moins coincé peut-être que la journée. Après, ça dépend avec qui. Oui, mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu racontes. Et Laurent Garnier racontait quelque chose. Il disait qu'il y avait justement une certaine mélancolie la nuit. Une mélancolie, quelque chose de triste, à cause d'une anxiété. Il y avait un côté anxiogène dû au côté éphémère et factice de la nuit. Comment est-ce qu'on peut se nourrir et grandir dans un milieu qui est justement... finalement mélancolique. Ce que Laurent Garnier dit, c'est ce que je trouvais moi dans les soirées quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'ai voulu faire des soirées qui me ressemblent. Moi, j'ai voulu faire des soirées où tu te sens comme dans un appartement. Pourquoi les soirées en appart sont mieux? Parce que tu peux mettre la musique que tu veux, parce que tu peux passer derrière changer ton disque. Moi, ça m'arrive d'animer mes soirées, de me mettre en robe de chambre quand j'invite des gens qui me disent et les gens, ils adorent. Le mec, il est en robe de chambre. Et je vais même plus loin qu'en robe de chambre, je me transforme, je me déguise. Et tu te mets en slip aussi? Je me mets en slip aussi, mais voilà, c'est cette sorte d'exhibitionniste, alors que je suis plutôt discret et timide dans la vie. C'est pas juste pour mettre en slip, c'est pour dire, regardez les mecs, je me mets à nu pour vous, sentez-vous bien, parce que la nuit, parfois, elle peut être un peu ostentatoire, elle peut frimer, elle peut mettre mal à l'aise, elle peut être bling-bling, et ben moi,
j'essaie de faire tout le contraire. T'es comme chez moi, je te reçois en peignoir, on va mettre de la musique cool, danser sur... pas des trucs électro que personne connaît, qui, même si avec tout le respect que j'ai pour les créateurs d'électro et tout, mais c'est pas... Moi, je suis vraiment dans l'entertainment qui fait chaud au cœur, quoi. Est-ce que les rencontres nocturnes que tu as faites le soir t'ont permis de travailler le jour, ou est-ce que c'est tes rencontres de jour sur les tournages qui t'ont permis de faire venir du monde dans les soirées du soir? Les deux. Boucle. C'est un cycle. C'est un cycle. Les gens que je rencontre le jour. Comment t'as J'invite rencontré la Guillaume nuit, Canet? parce qu'il était fan du Baron, et Ouais. que je faisais... C'est là qu'est né mon karaoké live. Ouais. On faisait tous les dimanches. C'était intense comme rythme. Et donc là, du coup, tu faisais chanter Sean Lennon. Un jour, il y avait Lenny Kravitz. Un jour, il y avait Alain Chabat, Mareva Galanter. Il y avait tous les gens. C'était la boîte la plus prisée de Paris, mais Ah, qui était toute c'est petite. vrai. C'était le show business. Tout le show C'était business vraiment, de il y Paris. avait même Martin Scorsese qui venait avec DiCaprio. Avec, donc, T'as c'était croisé tous ces gens. J'ai croisé tous ces gens, comme Et, ça. et sans, Donc, du coup, sans dévoiler de conneries, mais comment ça se passe en fait? Comment est-ce qu'on est là? bah, c'est comme On a 20 c'était ans, un on est lieu où fauchés, justement ils et en interdisaient les photographes et tout ça. Les gens ils se sentaient comme chez eux, comme un appart. Ceux qui ont inventé la soirée, se sentir comme un appart, c'est vraiment eux, parce qu'il n'y avait pas de DJ entre guillemets professionnel, mais c'était génial. Enfin, tu avais des DJ qui passaient derrière les platines et qui mettaient les disques qu'on avait envie d'écouter. C'était foutraque. Oui, sauf que Et là. c'était génial. Tu avais Sophie Calle qui dansait avec toi sur un Rolling Stone, et puis tout d'un Sauf coup, que tu vois mixes pour l'actrice de DiCaprio, en Spider-Man. Ouais, et les Rolling Stones ont fait leur anniversaire là-bas. Parce qu'ils se sentaient bien, c'était comme ça, ils s'étaient déglingués. Tu avais Edouard Baird qui sautait sur les canapés. Il n'y avait pas un videur pour lui dire hey, montez pas sur les canapés en te virant d'or. Bec BD, tout le monde faisait n'importe quoi. C'était Un joyeux bordel. un peu comme ces gens qui te parlent des années Palace où tu vois des vieilles photos passées. Tu vois ceux qui te disent que c'était le mieux, c'était le Studio 54 de Paris, ou un peu comme les années Palace aussi. Et bah, Le il y a Boy. eu cette année Non, pas le Boy. Baron, quoi. C'était peut-être plus petit, c'était mais pour ces 10 ans de longévité, c'est passé des trucs incroyables dedans. Ces années de joyeux bordel, ces années de nuit et de jour, maintenant que t'es papa, Oui. comment tu relativises tout ça? Ça te donne un super équilibre parce que tu sais qu'il faut pas aller te. Tu donnes le biberon avant fait- d'aller te coucher en fait quoi. Tu rentres à ça 6h du matin, tu mets un biberon et tu fais dodo. Mais je pense que je vois plus ma fille que des parents qui ont un métier plus classique, parce que je demandais à un copain, je lui fais, tu te lèves à quelle heure toi? Il me dit, bah 7h, il part au boulot, tu rentres à quelle heure? 20h, 21h. Je lui fais, bah en toute logique, ta fille qui a le même âge que la mienne, tu la vois pas du coup, parce que tu pars à part le week-end. Il me fait, ouais, c'est vrai, pas beaucoup, j'essaie le matin de donner un peu mes biberons, puis le soir, j'essaie de courir, de rentrer un peu plus tôt. Mais finalement, moi, avant d'être sur le terrain, je suis beaucoup à la maison pour préparer mes soirées ou mes castings. Donc du coup, je fais beaucoup de pauses gaga avec bébé. Je lui fais des concerts tous les jours. Je lui fais des déjeuners spectacles. Elle est assise sur sa chaise haute. Je prends ma guitare, je prends mon ordi, je mets des paroles et je lui chante plein de chansons tous les jours. Je lui donne des cours de génial. guitare déjà où je prends sa main, je lui fais gling, 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 gling pour qu'elle comprenne que ce gros morceau de bois, bah, ça fait du son. Donc je passe quand même beaucoup de temps avec elle, quoi. En faisant les génial. choses qui me plaisent. C'est de la guitare, de la musique et tout. Donc pour partager ça avec ma Mais fille. tu relativises certaines choses, tu dis qu'il y a des trucs que tu faisais plus jeune, quand tu avais 20, 30 ans et que tu ferais plus aujourd'hui. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est aussi grandir, quoi. Évidemment. Avant, j'étais le spécialiste. Tu m'as demandé comment j'en suis arrivé dans la nuit aussi. C'est pas un hasard. C'est mon pote Yarol Popo qui me disait, mais faisons un métier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un lieu qui ferme à 2h, alors un bar, le fameux on va où après les mecs? Bah oui. On va où? Et ben je disais, on va chez moi. Je vivais dans les 35 mètres carrés quand j'étais parti de chez mes parents, des petits appartes, et j'ai toujours été le mec qui ramène les gens chez lui, quoi. Et j'ai fait des anniversaires en soulevant mon lit, en le mettant contre le mur. Je faisais pareil. Et des soirées on faisait la fête toute la nuit, quoi, comme dans des fêtes ziganes, quoi. Mais c'est marrant ce désir de toujours être allé chercher justement Je ramenais tout le monde chez moi, tout le monde. ce côté festif. Il faut Donc que la fête ne je s'arrête me suis jamais. même retrouvé un jour dans Libération, il y avait, comment il s'appelle? Eric Dahan. Éric Dahan, merci. Éric Éric Dahan, Dahan. chronique mondaine. Il raconte sa soirée, son parcours. Je me retrouve au Baron, je rebondis, je me retrouve dans un appartement. Une fille me ramène dans un after, blablabla. Donc voilà, il raconte ses nuits. Et un jour, du coup, j'invite tout le monde. Mes parents étaient en voyage, je sais pas où. Et je danse sur un bureau. Sur le Napoléon milliard. 3, comme ça. Wouhou, de mon beau-père. Les deux pieds s'écroulent, je tombe par terre, je me démets le bras. Non. Je vais à l'hôpital. Et je suis tellement... Je laisse l'appart à mes amis en disant, bon, bah, je vais à l'hôpital, je vais me remettre le bras. Je vous fais confiance, continuez. J'étais comme ça, quoi. J'ai pas viré les gens, j'étais pas inquiet à dire, bon, on arrête tout
tout le monde chez soi. Non, j'allais pas leur casser leur 31. Et ma grand-mère qui me dit mais il parle de toi dans l'IB. Je fais n'en parle pas, maman, s'il te plaît. Genre, je suis chez Nicolas Hulman, il danse sur un bureau, il s'écroule, il finit à l'hôpital. Voilà, j'aurais pu me faire griller, heureusement. Apparemment, mes parents ne lisaient pas l'IB, quoi. Voilà. Il disait quoi, le Figaro? Je sais plus. Je sais plus, mais pas celui-là parce qu'en tout cas, ils m'ont pas grillé. Il y a que ma grand-mère qui m'a grillé. C'est trop cool. Et elle complice? Elle complice, c'est la seule qui est venue de ma famille chanter dans mes karaokés. Elle est venue au showcase, elle est venue chez Régine et elle a chanté Christophe, Aline, très mal, mais c'était tellement émouvant que ma grand-mère fasse la fête avec nous. Elle est encore vivante, elle a 99 ans, c'est celle qui va tous nous enterrer. Ça, on l'embrasse. Ah ouais. 99 ans, on l'embrasse. Mamido, Madeleine Ullman, bon an, je tiens cette joie de vivre de toi. C'est toi qui... Je tiens beaucoup de cette grand-mère. Elle faisait des réceptions où elle s'enfermait 3 jours dans sa cuisine pour recevoir les gens. Elle recevait comme Michou, quoi. Comme quelqu'un qui reçoit dans son club. Je tiens beaucoup de ma grand-mère pour ce côté festif. Une Marocaine née à Casablanca qui adorait recevoir. Donc pensez pour elle, Mamido. Mamido, on l'embrasse. Ouais. C'est émouvant ce que tu dis là quand tu dis c'est la seule qui est venue me voir. Ça veut dire que ça t'a marqué que tes parents soient pas venus voir dans tes soirées. Ouais. Si ma mère est venue une fois quand même, ou 2, mais c'est pas des fêtards. Hein. Ma mère, elle a jamais goûté une cigarette de sa vie. Non. Et mon père, oui, il a un peu honte. Est-ce qu'on finit par leur en pardonner? Bien sûr, ma mère, elle est hyper fière maintenant. Je te dis, elle découpe tous les articles de presse que j'ai eu, elle me les envoie par la poste. Elle est... Non. Avec ma mère maintenant, ce côté honte qu'elle pouvait avoir de moi quand j'étais un petit voyou, maintenant, elle est hyper fière. C'est dur l'acceptation des parents? C'est dur. Mais maintenant, vraiment, ma mère, on a un super rapport. Elle m'écrit des cartes postales tout le temps. Non, j'adore le rapport que j'ai avec ma mère. Avec mon père, pas du tout. On se voit plus, on se voit une fois par an. Mais ce qui est émouvant, c'est l'autre fois, j'ai réalisé que j'avais des enfants de mes amis qui ont grandi, qui sont plus intéressés de voir Nicolas faire ses énièmes pitreries. Mais il y a leurs enfants qui maintenant ont l'âge d'aller dans les boîtes de nuit. Oui. Et je réalise que j'anime pour plusieurs générations. Donc là... Ça met un coup de vieux? Non, au contraire, ça rassure. Ça rassure beaucoup parce que dans ces métiers-là, tu dis mais comment je vais tenir? Tu te vois... T'essaies de te visualiser à 60 ans en train de faire le guignol sur scène. Et exactement, tout ça. Un côté un peu pathétique. Et voilà. Et finalement, quand tu vois certaines figures qui sont toujours là, je sais que par exemple, Albert de Paname, c'est une référence. C'est un mec qui faisait de la musique, il est DJ, un dandy aussi. Pour lui, comme pour moi, les tenues sont très importantes. Il est toujours chic, il a des tenues assez excentriques. Il est toujours là aujourd'hui. Et je sais que Coste dit que c'est Albert est le meilleur. Et c'est un mec qui met des vinyles, qui met de la musique rétro. Qui écoute aussi de la musique sur jukebox chez lui, et il est toujours là. Et il fait pas du tout ridicule, parce qu'il est toujours classe, toujours dandy. Et je me dis, bon, ça me rassure, on peut faire de la nuit sa vie, être encore là, sans être un gars, encore être le mec dans le coup, parce qu'on préfère avoir un petit mec moustachu qui arrive avec ses chapeaux, avec sa Cadillac, avec son look, parce que le rétro, aujourd'hui, il n'est pas passé mode, au contraire. Il est censé être à la mode, vintage. Bien sûr, les friperies cartonnent. Voilà, et le mec, d'ailleurs, il a eu une friperie aussi. Donc ça me rassure quand même, je vois ce genre de mecs qui vieillissent, qui ont la soixantaine passée, et je me dis, ok, je pourrais peut-être faire ça toute ma vie. Et de jouer un rôle la nuit, je me suis demandé si ça t'avait aidé à jouer un rôle le jour. Plutôt le contraire, c'est-à-dire que le rôle de la nuit, c'est comme un rôle, quoi, que tu travailles, quoi. Tu t'inventes un personnage, parce que souvent, quand il va, c'est un peu comme si tu mettais ta tenue de Superman, quand il va sauver les gens. Il faut que je me mette une tenue un peu spéciale. Je me déguise en dandy. Je vais pas mettre en jogging. Ou en slip. En dandy ou en slip. C'est l'un ou l'autre. Ou en slip. Voilà, pour casser un peu le côté derrière le dandy. Il y a aussi un mec en slip, quoi. Je continue encore dans la nuit. C'est vrai que parfois c'est éphémère, mais j'y suis toujours parce que je me réinvente toujours et que je fais des trucs assez populaires qui fait que je joue toujours avec les gens qui viennent. Je fais des karaokés aux Trois Baudets. Vous venez chanter avec moi, avec juste un pianiste. Et votre passage est enregistré et gravé sur un 45 tours avec une vieille machine génial. Des années 40. Ça, c'est la version unplugged du karaoké pour un truc plus intimiste. Ça, c'est génial. Ça, c'est aux Trois Baudets. Au Bus Palladium, tous les premiers samedis du mois, quand on pourra, là, c'est fermé. Là, avec un vrai groupe de rock, on est en quatuor. Et puis au Nopi, où c'est du live, 100% live. Des groupes qui font des reprises. À partir de 23h, que ça soit du rock, que ça soit du funk ou que ça soit généraliste. Et en première partie de soirée, ça peut être plus de risques, ça peut être des compos et tous les genres de musique. C'est un peu, je définis ça comme ma collection de vinyles. Selon mon humeur, j'ai envie d'écouter la musique brésilienne, de la country, du hard rock, de la chanson française. Au Nopi, je programme comme dans ma collection de vinyles. Je vais mettre tout ce que j'aime. Moi, il y a mes chouchous, Saint-Eldorado. Voilà, ça c'est Yann Destan. On se retrouve samedi prochain à 17h30 avec un nouvel invité. Comme tous les samedis 17h30, c'est la base.
Le podcast de Nicolas Heinemann sera retrouvé partout, Deezer, Spotify et Apple Podcast évidemment. Merci à Clément, le chef du restaurant Clément Merci Emery. pour le bounty. Merci à Adrien et Merci François, pour le boucher. les propriétaires du restaurant Les Marchands de Vin 9 rue Billot. Ici, ça bouge pas, l'adresse, elle est juste à côté de l'établissement de Nicolas Heinemann. On embrasse très très fort Victor, sans qu'il n'y aurait pas eu d'émission. Merci beaucoup. Merci Victor. De rien. Merci le Victor. Rendez-vous samedi 17h30. Très bel invité la semaine prochaine. Je vous spoil pas, mais là ici, qu'est-ce qui se passe? California. Hôtel California. Ça, non? Les Eagles. Pas du Are tout. they gone in a bad way? Pas du tout. C'était pas ça le début? Non. Ah non, c'est Angie. Mais oui, peur, on les avait Rolling pas fini là-dessus, Stones. bah Autant voilà. pour moi. Excusez-moi, j'ai pas l'oreille musicale. C'est pas ma faute. Merci Nico d'avoir répondu présent. Merci beaucoup. Que du bon et puis plein de belles Adieu. choses pour 2022. Ouais, super client du Nopi, toi d'ailleurs aussi. Non, Toujours un plaisir de t'en savoir. non, pas du tout. On m'appelle à minuit toujours. Hé, on vient de finir l'émission, c'est pas trop tard. Je fais minuit, trop tard enfin, ça commence bien. C'est tellement vrai. Bon week-end chez vous. Bon week-end. Bonne semaine Bonne à rentrée venir. et 3 petits points année. Remplissez Exactement. en espérant que ça sera des bonnes choses. Plein de belles choses. Salut les amis. Merci Victor. Et à la semaine prochaine. À plus. Bye.